Donc vous êtes médecin. Moi je suis médecin. Voilà, on va vous donner votre prénom. Vous avez un prénom? Anne. Anne, voilà. Oui. Donc oui, je vous soumets cette formule. L'oncle d'un astrologue qui est d'ailleurs connu, puisqu'il est cinéaste par ailleurs, c'est Ben Van Dorn. Ah mon Dieu. Oui, il est connu. Et il est astrologue aussi. Et donc lui, il est un enthousiaste de l'astrologie, et pour lui, connaître le thème, c'est connaître la personne. Non. C'est mieux savoir ce qu'elle est. Alors qu'à mon avis, l'astrologie est d'abord un outil... Moi, ma théorie, de toute façon, moi je suis aux extrêmes de cette aptitude, parce que moi je dis toujours, l'astrologue doit fournir un outil que le client doit savoir utiliser. Oui. Ce qui veut dire qu'il doit lui communiquer du savoir astrologique. Alors là aussi, le nombre d'astrologues qui disent « Ah mais moi de toute façon, je n'emploie aucune terminologie astrologique, je m'en fais ça devient un principe déontologique. » Ils se disent très fièrement « Moi, je ne communique aucune donnée astrologique à mes clients. » Alors qu'il faut utiliser les services symbolistes. Non mais c'est amusant. Voyez-vous, pour vous dire que... Mais je parle de leur mode de communication. Ils pensent que c'est comme ça qu'il faut dire les choses. C'est même pas forcément qu'ils le croient, mais ils pensent que c'est comme ça que ça doit se présenter. Mais c'est parce qu'ils supposent que la personne qu'ils ont en face d'eux n'est pas très intelligente, à mon avis. Oui, voilà, exactement. Ils pensent qu'elle n'est pas très intelligente. Ils pensent que qu'il ne faut pas être trop abstrait. C'est-à-dire que... Parce que finalement, quand un astrologue parle à un client, il ne peut être qu'abstrait. Puisqu'il ne sait pas de quoi il parle exactement, il ne peut avoir que des modèles ou des schémas, ou des diagrammes. Oui, mais... Donc c'est au client de remplir, de trouver à quoi ça fait allusion. Non, si on est... Bon, si on essaye d'expliquer à un patient ou à un consultant ces structures pour qu'il puisse en tirer le maximum de bénéfices, il vaut mieux être clair en expliquant, si possible, la symbolique de ce qu'on emploie. Oui, mais... Jusqu'à un certain point, parce qu'évidemment, on ne peut pas lui faire un cours. On ne fait pas un cours d'astrologie, mais on peut quand même lui donner au moins la... C'est tout le problème. Est-ce que ce sont des astrologues qui établissent un dialogue avec le client, ou bien ils parlent de leur chaise haute? Oui, en l'occurrence, apparemment, M. Wauty, lui, d'abord, premièrement, il fait des consultations par écrit. Que par écrit? Donc, par conséquent, il n'y a pas de feedback. On ne fait pas que par écrit, mais enfin, il en fait beaucoup par écrit. Il m'a dit, bon, vous voyez bien que quand je fais par écrit, je n'ai pas de réponse de l'autre côté. C'est fou. Et j'en ai pas besoin, d'ailleurs, il le dit. Pour moi, c'est indispensable. Parce qu'il y a tellement de façons d'exprimer une structure. Oui. Enfin, vous savez, bon, moi j'ai une autre sensibilité, vous aussi probablement, on n'a pas les mêmes sensibilités sur ces questions. Parce que moi je suis à l'extrême opposé. Moi je pense que, il faut donner des outils aux clients, mais des outils très simples, pas ceux de l'astrologie traditionnelle. Donc moi j'ai développé des nouveaux outils qui ne sont pas ceux de l'astrologie traditionnelle, mais par contre je les communique. Parce que pour moi, je ne peux pas me mettre à la place du client, donc je dois les donner. Je peux même pas, et c'est même pas uniquement dans la consultation que ça va se passer, donc le client part avec l'outil que je lui aurais fourni. Mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie traditionnelle, je ne fais pas de thème astral, c'est un outil, c'est une sorte d'outil prévisionnel, une sorte de calendrier, on peut appeler ça comme on voudra. Et en plus, enfin on en parlera demain, mais de toute façon je ne suis pas venu pour parler de ça. Et en plus, ce qui va peut-être encore plus vous choquer, j'utilise le même outil pour tous les clients. C'est-à-dire que la date de la consultation, le moment de la consultation... Les cycles ou des choses comme ça. Oui, parce que je travaille en astrologie mondiale et non pas en astrologie individuelle, donc je leur fournis le même système. Et à chaque client de trouver ce que ça veut dire pour lui. Voilà, oui. Donc c'est abstrait. Donc, non, c'est archi symbolique. C'est pas abstrait, c'est symbolique. Il faut pas faire en tout cas, ça n'est pas censé parler de lui de manière spécifique, puisque... De manière littérale. Il y a des mots, il faut quand même s'entendre. Bien, allons-y, oui. Voilà, oui. Le mot, on a parlé du mot abstrait, du mot symbolique et du mot littéral. Ce sont trois choses différentes. Donc, faire de l'astrologie littérale,
Je croyais que c'était complètement dépassé, mais apparemment ça ne l'est pas. Faire de l'astrologie symbolique, ça me semble être ça aille de soi avec le langage astral qui est dans la symbolique. Et abstrait, ben, ça dépend. Si par abstrait on dit non littéral, mais alors j'emploierais plutôt un autre mot, j'emploierais métaphorique, qui est plus précis qu'abstrait. Abstrait, ça veut dire qu'on est dans des concepts, on est dans l'élément air, et on est là dans des grands concepts abstraits, donc que la personne ne peut pas, a éventuellement des difficultés à connecter à une expérience réelle ou pragmatique de la vie. Voilà. Mais moi, je pense qu'on sous-estime les capacités d'abstraction. Moi, j'ai dit que les gens font de l'abstraction comme M. Jourdain fait de la prose. Les gens sont beaucoup plus abstraits qu'on ne le croit. Et il ne faut pas sous-estimer leur capacité d'abstraction. Donc, ils peuvent très bien entendre quelque chose, et quelque chose de relativement abstrait, et le relier à un vécu concret. Oui, mais abstrait. Mais abstrait, ça veut dire... C'est une question de mots. Mais oui, mais les mots sont tellement importants. Et par exemple, je préfère des aliments qui se suffisent à eux-mêmes, déjà. Par exemple, un aliment qui se suffit à lui-même, c'est par exemple les spaghettis à la tomate. Il se suffit à lui-même. Non, je ne suffis pas. Ah. Parce que les spaghettis ne sont pas responsables de la tomate qu'on met. Ils servent de support. Donc quand on transforme le produit en y ajoutant autre chose, c'est valable aussi pour une pizza, ou pour un couscous, ou des pommes de terre, un gratin dauphinois. Donc vous aimez les choses nature, seules, C'est-à-dire que les produits se défendent par eux-mêmes, sans qu'on additionne, qu'on ajoute quoi que ce soit. Mais ceci, c'est quand même assez... Enfin, non, il y a la vinaigrette, il y a la sauce au citron, tout ça. Le problème des légumes en général, c'est qu'on les mange toujours avec quelque chose d'autre. On ajoute une sauce, aux fruits. Alors, vous avez du raisin, ben le raisin, on va le manger tel quel. On ne va pas le manger additionné de quoi que ce soit. Sauf si on le mange en... Non mais, salade de fruits. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, il est capable il se débrouille tout seul plus facilement qu'un légume. C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit à la fois des secrets de son propre jus, en quelque sorte. Que ce ne soit pas un jus qui soit rajouté. C'est la symptothérapie, presque. Un petit peu. Où les gens choisissaient ce qu'ils aimaient comme ça, cru. Et vraiment sans être adultéré par quoi que ce soit, ni cuisson, ni tout, oui. Comme les tomates viennent de la Loire, ramenées du potager d'Anne. D'ailleurs, est un des rares légumes qui se suffit à lui-même. C'est un fruit. Oui, c'est pas un légume. Voilà. Pourquoi c'est pas un légume? C'est un fruit. Pourquoi? La tomate. Justement, la question c'est de savoir pourquoi. Les gens disent c'est pas un légume, mais pourquoi c'est pas un légume? Parce que justement, il a son propre jus. Quand vous mangez une tomate, vous allez voir le produit solide et le liquide, sécrété par la tomate. Ouais. La viande aussi d'ailleurs, pas le poulet d'ailleurs, mais le poulet n'est pas la viande idéale de ce point de vue-là. Mais un steak par exemple, une côtelette, quand elle n'est pas bouillie évidemment, quand elle est grillée, a son propre jus. Alors racontez-nous, après les Woti, qui avez-vous vu encore? Mais c'était tous dans l'art. Enfin, non. Ils étaient tous dans l'art. Avant les Woti.
Avant les Wotis, j'ai vu M. Ducas, qui lui... À Louvain-la-Neuve, donc. Oui, et lui, c'est un spécialiste, alors c'est beaucoup plus intéressant. Il a quel âge, à peu près? Je sais pas. À peu près. Il est jeune, il a 30 ans. Monsieur Woti, je dirais qu'il a une cinquantaine d'années. Ah oui, non, Monsieur Woti, mais... Non, Monsieur Ducas aussi, Ah, oui. oui. Non, Monsieur Woti, il a 62 ans. Monsieur Ducas, il a le même nom de famille que le compositeur de La Conte des Sorciers. Monsieur Ducas, lui, il fait beaucoup d'astrologie pour les journaux. Donc une astrologie relativement générale. Mais là, il fait aussi l'astrologie individuelle. Alors je lui ai demandé, mais alors, quelle est l'astrologie qui est la plus authentique, en quelque sorte, des deux? Est-ce que l'astrologie est plus faite pour nous parler de l'être humain en général ou de l'individu en particulier? En fait, la grande question, c'est de savoir si l'astrologie, le sujet de l'astrologie est l'être humain ou l'individu. L'humanité ou l'individu? L'humanité ou l'individu? Est-ce que c'est nous en tant qu'être humain, donc pas en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est-à-dire ayant les facultés de l'être humain, comme, je sais pas, on pourrait dire par exemple des... Mais ça dépend, on peut appliquer l'astrologie à tout ce qu'on veut. On peut appliquer l'astrologie à un business, au début d'un business. On peut faire l'astrologie pour une portée de chiot, on peut faire l'astrologie pour un événement, un mariage, le lancement d'un bateau. Enfin, c'est là, disons, se pencher sur l'interprétation symbolique de la qualité du moment au travers d'une grille de lecture symbolique. Ben, donc on peut l'appliquer à ce qu'on veut. Moi je ne fais pas d'astrologie mondaine, je crois on dit. Non, ça c'est en anglais, mondaine. En français c'est mondial. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne fais pas d'astrologie comme ça. Je ne fais pas d'astrologie horaire, mais je comprends, on peut appliquer l'astrologie à ce qu'on veut. Oui. Donc, enfin... mais l'astrologie, bon, pour les journaux, ça veut dire quoi ça? Il fait des horoscopes dans les journaux, c'est ça? Oui, il fait des horoscopes pour le signe, ou pour la semaine, pour la journée, pour le mois, pour l'année. Oui, bon, ça c'est... Tu peux avoir une analyse par rapport à... Donc dans ce cas-là, il ne prétend pas étudier l'individu. Non, mais oui, volontiers. Enfin, il prétend pas, il peut étudier l'individu à condition de considérer que l'individu puisse se rattacher au même schéma. Non, c'est un groupe d'individus. Oui, mais enfin, si vous êtes bélier, il faut être rattaché au groupe des béliers, c'est quand même pas mal de monde. C'est là que je parle d'abstraction d'ailleurs. Être capable de savoir... C'est pas de l'abstraction, c'est de la simplification. Non, mais les gens sont capables de savoir, ils savent très bien que ce n'est pas que pour eux. Ben, bien sûr. Donc, oui, une généralisation, c'est simplement il faut un effort pour relier un discours qui est valable pour un grand nombre de personnes et voir comment ce discours peut aussi être valable pour eux. Oui. Donc, où chacun en tant qu'individu pourra prendre dans ce discours ce qui va rentrer en résonance avec lui-même. Ah oui, il y a des choses, par exemple, si je dis, quand je parle de nourriture, bon, ben, je parle de la nourriture idéale pour l'être humain, je ne parle pas de la nourriture pour une personne en particulier. Mais chacun peut faire sa sauce à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas commencer par la fin, déjà. Le début, c'est l'être humain. D'abord, l'être humain. Est-ce que l'astrologie a des choses à nous dire sur l'être humain en général, voilà. Avant d'aborder la question de savoir ce qu'elle nous dit sur un individu en particulier. C'est une question... Enfin, c'est simplement un choix de, si on veut utiliser l'astrologie comme système de métaphore conceptuelle pour parler de manière un petit peu abstraite ou développer un concept.
oui, on peut utiliser l'astrologie comme une lecture. C'est ce que les Mésopotamiens avaient quand même mis au point d'organiser. C'était des grands encyclopédistes, ils avaient organisé la vie. Je ne sais pas si vous avez lu Jean Bottero ou Rochebel, enfin on en parlait quand on a parlé au téléphone. C'est un système divinatoire, comme le I Ching, comme le tarot, mais avec une complexité beaucoup supérieure, puisque on a quelque chose de fixe et on a quelque chose on a du mouvement. Donc, mais c'est un système divinatoire. Donc, alors là, la question, c'est de savoir est-ce que les systèmes divinatoires ont quelque chose à apprendre sur l'humanité? Ben, oui, pour celui qui le regarde, pour l'observateur qui donne de l'importance à ce qu'il regarde. Mais dans l'absolu, non. Ça n'a de valeur que parce que quelqu'un le regarde à un certain moment et qu'il y a et donne du sens. Mais il n'y a pas d'astrologie dans l'absolu. Comme il n'y a pas de I Ching dans l'absolu, ce sont des montages extraordinaires, en grande partie, pour moi, générés par l'inconscient, qui sont quand même très... tu vois. Mais là, vous avez une autre position, celle-là encore. C'est-à-dire l'astrologie comme Mansi. Alors elle, effectivement, si l'astrologie est une Mansi, on rejoint un peu la position de Woti. C'est-à-dire que l'astrologie nous... Ben si, parce que si elle est une Mansi, elle nous dit un certain nombre de choses sur la personne. Un art divinatoire. Oui. Ben, si elle est un art divinatoire, on va faire le thème à un moment donné, et on va savoir ce qu'elle nous dit. Mais non, jamais de la vie. L'art divinatoire, c'était et divination, ça dit vraiment bien ce que ça veut dire, c'est un dialogue avec les dieux. Donc dans ce dialogue, et si vous lisez Bottero ou les assyriologues qui ont traduit, et c'est très récent parce que tout ça n'est venu en traduction que dans les 10 dernières années du siècle passé, on se rend compte que les Mésopotamiens qui ont inventé l'astrologie, en tout cas l'astrologie occidentale telle que nous la connaissons, et telle qu'elle a été changée par les Grecs, et puis après Alexandrie, et puis après encore, enfin ça évolue tout le temps. Les Mésopotamiens ne croyaient absolument pas à l'influence des astres, c'était une manière d'entrer en dialogue avec les dieux et les déesses qui leur expliquaient comment vivre la vie. Oui, donc effectivement, donc ça n'est... Mais on peut faire n'importe quoi, c'est à n'importe quel moment, c'est comme un rêve. Vous pouvez interpréter un rêve de 3 ou 4 ou 5 ou 6 façons différentes. Il n'est pas question d'interpréter, il n'y a pas qu'une interprétation d'un rêve. Sauf si votre psychanalyste vous fait croire ça. Mais sinon, il y a... Et un astrologue, moi je dis toujours, je dis à mes clients et à mes étudiants, vous allez voir autant d'astrologues différents et vous aurez à chaque fois une vue différente, un angle de vue différent de votre thème, parce que l'astrologue va projeter son truc dans la lecture, dans l'interprétation du thème. C'est pas que l'objectivité de thème n'existe pas. Ça n'existe certainement pas. D'ailleurs, ça n'existe pas. Non, mais même en homéopathie, même en médecine, dans toutes les sciences humaines, le poids de l'observateur est vraiment pas négligeable dans la chose observée. Donc, mais même en physique. Mais même en physique. Et c'est là où on arrive à... Oui. Et si tu veux, c'est là qu'on arrive à comprendre ce qui a été incompréhensible. Mais on est encore, et surtout en France et dans les pays francophones, je suis étonnée de voir à quel point on est encore vraiment à essayer de se détacher d'une approche cartésiano-positiviste et mécaniste. Donc là où tout est clockwork. Mais l'évolution se fait, parce que quand même... L'évolution se fait, oui. Mais apparemment, à vous entendre, non, pas partout. ça n'a pas l'air d'être partout. Enfin, comme
c'est le niveau de la physique mécanique par rapport à la physique quantique. Exact. Donc là, quand on est dans la réalité de la physique quantique, qui est quand même plus réelle que la physique mécanique, il est vrai que chaque observateur modifie ce qu'il regarde. Oui, mais moi justement, ma position, c'est que l'astrologue n'a pas à être un observateur. Enfin, je veux dire, il est un mathématicien. Bon, non, pour moi, l'astrologie. Non, mais un mathématicien aussi pour élaborer les outils de l'astrologie. Les outils de l'astrologie, c'est pas simplement l'astronomie, c'est quelle astronomie, comment utiliser l'astronomie, etc. C'est faire apparaître des cycles. Tu choisis ton ton système de maison. Bon, donc il fournit des outils, mais il n'est pas censé les appliquer. Il les présente à la personne qui les applique. Il les présente aux spécialistes, quel que soit, comme on a dit, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un historien, ça peut être une personne. Il les met à la disposition de la personne, et comme en mathématiques, un mathématicien, il élabore des outils mathématiques qu'il met à la disposition d'un statisticien, d'un physicien, etc. C'est ça la nouveauté, en tout cas, que j'envisage. C'est que alors cela dit, ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologue, c'est plutôt... Moi d'ailleurs je leur ai dit, tout à l'heure, mais finalement vous n'êtes pas astrologue, vous êtes des gens qui voulaient aider les autres. C'est ça d'abord, vous êtes d'abord des gens qui voulaient les aider, leur apporter du bien-être, et vous pensez que l'astrologie peut vous aider à ça. Donc ils utilisent un outil qu'ils n'ont pas élaboré. L'astrologue, c'est celui qui est... Un mathématicien, c'est quelqu'un qui élabore des outils. C'est celui qui se sert des mathématiques, n'est pas un mathématicien. Donc pour vous, l'astrologue serait celui qui détermine la façon de calculer, par exemple, la position des maisons par exemple, dans ce domaine-là, oui, qui met en évidence des cycles auxquels on n'avait pas pensé, ou des notions auxquelles on n'avait pas songé, etc. Bon. C'est un travail et à ce moment-là, la validation de ce travail est purement, je dirais presque mathématique, c'est purement logique. C'est la cohérence même de l'outil qui est importante. Oui. La validation de l'outil, la mathématique ne se valide pas elle se valide par leur propre structure interne. Bon, maintenant, l'application qu'on en fait. Voilà, non, l'application qu'on en fait, bon, ben, ça c'est à la personne qui connaît son domaine de savoir comment il s'en sert. Donc, oui. Et je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est comme ça que l'astrologie a évolué et continue à évoluer. Et il y a des personnes qui... chaque astrologue peut, je vais dire, inventer, puisque de toute façon c'est un système qui a été inventé, ça ne nous est pas tombé du ciel. Oui, c'est une question assez complexe aussi, effectivement. Il a été inventé par des humains, de façon très organisée. Et on peut continuer, personne ne nous empêche de continuer à inventer. C'est pour ça que, pour moi, quand j'entends des personnes qui disent « l'école de Hambourg, la biologie, ça ne tient pas debout, ils emploient... Il n'y a plus de planète, donc il ne peut pas y avoir d'influence. » Et là, ce sont des personnes qui, évidemment, n'ont pas compris que c'est un système symbolique et que les Allemands ont... à un moment bien précis de leur histoire, ont inventé une astrologie sur des points inexistants. Enfin, des points vulcans, on ne sait pas. Hein, tout c'est dommage que vous ne soyez pas... Justement, ça aurait été intéressant de vous faire rencontrer cette dame, parce que justement, elle parle de ça. Elle a parlé de ça cet après-midi, justement. Et je trouve ça totalement valable. À partir du moment où mais la chose... Moi, je suis évidemment une astrologue pratique et pragmatique qui utilise l'outil à des fins thérapeutiques. Thérapein, en grec, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça veut dire prendre soin des dieux. Oui, oui, c'est vrai, il y a théo dedans. Thérapein, et donc, moi, quand je dis que je pratique une astrologie thérapeutique, c'est une astrologie qui utilise les dieux et déesses, que Jung a cette phrase extraordinaire où il dit les dieux de l'Olympe ont disparu et ils se retrouvent dans le cabinet des médecins et font d'étranges pathologies. Et c'est vrai, ils ont été toutes ces pathologies qui étaient définies par l'agression, la colère de Mars et sa stupidité,
les grandes images archétypales qui sont connectées aux dieux et aux planètes qui sont utilisées pour établir ce dialogue avec les dieux, c'est prendre soin des dieux. Et moi, quand j'ai quelqu'un qui vient, je fais de la psychosynthèse, on dit, il faut voir, il faut s'occuper de ces différents dieux et déesses qui nous habitent. Donc je suis dans une lecture extrêmement symbolique, extrêmement métaphorique, et les gens sortent de là, au moins ils ne blâment plus papa et maman, comme Dr. Freud leur a tellement mis dans la tête que c'était parce que papa et maman, ou les grands-parents, ou les trucs et les machins. Au moins, non, c'est entre vous et vous, ça se passe à l'intérieur. Et il y a un sentiment de libération, et il y a un travail assez chouette qui se fait, où pendant un temps on peut blâmer les planètes, je dirais. Hein? Ça aide de mettre les choses à distance, par le biais de ces dieux et déesses qui nous parlent. Mais là, je suis très hillmanienne. Hillman a fait un travail phénoménal en psychologie archétypale et est un grand amateur d'astrologie, et son fils est d'ailleurs astrologue, psychologue, astrologue. Ah oui. Oui. Oui, je crois que je connais son fils. Oui. Laurence. Mais donc, il y a tellement d'astrologie. Moi, je ne veux pas... et je ne vais pas dire que l'une est... Non, ça dépend du choix de l'astrologue. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut utiliser ça? Pardon. Mais il y a deux problèmes différents. Il y a tellement d'astrologie, mais il y a aussi tellement de pratiques. Mais il y a tellement de pratiques. C'est pas la même chose. Oui, mais enfin, c'est comme la philosophie. Il y a la philosophie, il y a l'astrologie, il y a la psychologie, et puis il y a autant de psychologie qu'il y a de psychologues, il y a autant de philosophie qu'il y a de philosophes, parce que quand j'étais très nietzschéenne, pour moi, une théorie philosophique, c'est, comme Nietzsche le disait, c'est une réplique de la biographie de celui qui l'a mise en place. Hein? Il n'y a pas de philosophie comme ça, unique, de vérité absolue, loin de là, surtout maintenant. C'est pour ça que j'aime beaucoup chez vous, il y a quand même des gens qui ont essayé d'aller contre le dogmatisme cartésiano-positiviste, comme un Edgar Morin, enfin, toute une série de personnes qui ont fait quand même un beau travail en France pour un peu... on n'est pas obligé de tous penser dans la petite boîte, mais il y a quand même encore beaucoup de personnes qui restent coincées dans la petite boîte. Ça, c'est certain. Voilà. That's my humble position. Enfin, moi, je suis surtout venu écouter Anne ce soir, puisque demain je vous revois, donc je ne veux pas... qui parle de l'être humain, qui nous dit ce qu'est le mode de fonctionnement de l'être humain à la base. Voilà, alors qu'il y aurait une mathématique de l'univers, il y a une mathématique de l'humain. L'astrologie serait une mathématique de l'humain, en fait, et qui serait utilisable pour comprendre tout phénomène humain, à condition de le mettre, à condition que les personnes qui s'en servent connaissent le sujet. Enfin, c'est-à-dire connaissent le sujet, pas l'astrologie, mais connaissent leur domaine. Oui. Et ça veut dire que vous leur donnez des clés du symbolisme astrologique? Oui, moi, j'emploie pas le mot symbolisme, si je ne parle pas comme votre sœur. Ah bon, vous donnez quoi alors? Et on peut appeler ça... Enfin, le symbolisme, c'est curieux que vous employez ce mot-là, c'est pas un mot obligatoire en astrologie, le mot symbolisme. Vous employez quel mot? Ben, je leur parle de cycle, je leur dis que chaque cycle correspond à... En l'occurrence, effectivement, j'utilise un symbolisme, puisque je parle des phases jupitériennes et saturniennes, mais pas au niveau astronomique. Je peux employer le langage astrologique, mais je pourrais très bien dire, par exemple, des périodes d'ouverture et de fermeture. Je ne sais pas si on peut parler de symbolisme. Oui. Le symbolisme, c'est quand on veut utiliser le zodiaque, par exemple, quand on veut utiliser la mythologie. Oui. Or, mon astrologie n'est ni zodiacale ni mythologique. Elle est quoi alors?
mouvement planétaire. Les cycles planétaires. Oui, elle est juridique, je dirais. Elle pose elle est duel, elle pose une alternance de phases. Oui, mais entre quoi et quoi? Les phases sont définies par quoi? En fait, quand on parle beaucoup de symbolisme, à partir du moment où on sort du 2. Tant qu'on est dans le 2, on peut se passer du symbolisme. Oui, mais... Quand on passe au 3, au 4, au 5, au 6, là, le symbolisme apparaît, en fait. Par exemple, vous avez une astrologie qui est certainement bien plus complexe que la dualité. Eh ben oui, voilà. le tyrannie. Et à ce moment-là, effectivement... C'est une astrologie plus bouddhique. Alors que moi, j'ai une astrologie purement duel. Donc, j'ai pas besoin du symbolisme. Si Manichéenne? Non. C'est bon, c'est mauvais? Non, c'est des phases. Oui, mais des phases de quelle qualité? Mais il y a deux phases qui sont ni bonnes ni mauvaises. Une phase où on va intégrer des éléments extérieurs nouveaux, des phases où au contraire on va les évacuer, par exemple. C'est oui ou non. Oui, c'est oui ou non. C'est s'ouvrir et se fermer. C'est intéressant parce que tu sais, quand tu dis duel, tu tombes très souvent dans le manichéisme, dans c'est bon, c'est mauvais, c'est positif, c'est négatif. C'est comme le langage. Là, c'est pas bon ou mauvais. C'est duel ou c'est binaire? Oui, c'est binaire. C'est-à-dire que c'est une respiration, évolution. Par exemple, même au niveau saisonnier, on pourrait dire que lorsque l'arbre se couvre de feuilles